Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce 11 avril 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie. Et comme d'habitude, on va commencer par les nouvelles. On est à 8 jours du halving, prévu normalement le 19 avril. Ça va être intéressant encore une fois, nous avons le temps. Le halving n'est pas un jour magique, mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, et je vous invite à regarder la vidéo de hier après-midi, le halving est un événement important, mais pas le jour en lui-même. On attaque les nouvelles avec la phase de réglementation, d'attaque de la SEC, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ça, on sait très bien que c'est en train de revenir sur le devant de la scène, la SEC est obligée de montrer des actions et on essaie de réglementer quoi? Uniswap. Uniswap, donc c'est la première fois où vraiment la SEC va attaquer un très très gros DEX, DEX étant Decentralized Exchange, c'est-à-dire un échange décentralisé, et la complexité de l'attaque d'un échange décentralisé va être vraiment intéressante. À savoir qu'ils ont attaqué notamment Uniswap, et c'est justement le directeur de Uniswap, Bill Hughes, qui a expliqué justement sur X qu'ils étaient préparés, qu'ils étaient déçus, et que de toute façon, dans tous les cas, ils allaient se battre contre Uniswap, et que ça allait durer très très longtemps, parce qu'ils n'avaient aucune preuve, et que ça allait prendre du temps. Et oui, la notion de temps est vraiment très importante parce que la phase de réglementation va être beaucoup plus rapide que la typologie de résolution de ces attaques de la SEC. Donc c'est intéressant de suivre. Après, il n'y a pas 10% là actuellement, c'est à peu près moins 15% si j'ai pas de bêtises sur Uniswap, avec le token Uni, donc c'est plutôt normal quand on voit en fait un token qui se fait attaquer par la SEC, même si derrière je pense qu'il n'y a pas forcément de peur à avoir de ce côté-là. On continue dans les nouvelles avec principalement l'ETF Spot Bitcoin dans lequel on a dépassé les 200 milliards de dollars de volume de trading, le tout en 3 mois, c'est juste impressionnant et on a un véritable intérêt, ça montre que c'est un produit financier qui est utilisé et qui sera utilisé par la suite. Donc il y a plusieurs métriques, il y a les inflows, c'est-à-dire la capacité numéraire à attirer de l'argent par les ETF spot Bitcoin. Par exemple, ils ont attiré plus de 12 milliards de dollars en 3 mois et c'est l'évolution la plus rapide que l'on a connue depuis 30 ans au niveau des ETF. Et on a le volume de trading qui est aussi très très conséquent par rapport au poids en fait que représente l'ETF Bitcoin. Et donc c'est très important aussi comme métrique pour montrer qu'il y a une véritable traction, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire un véritable intérêt pour Bitcoin. Et justement, ces intérêts, on se pose la question, est-ce que Hong Kong va susciter la même chose en termes d'intérêt? Est-ce qu'on va aller aussi sur un ETF qui va drainer de la liquidité? On a eu une véritable engouement au niveau de la demande sur les ETF Gold au niveau de la Chine, avec un premium qui a été payé à 30% cette semaine. Donc, est-ce que ça va être le cas au niveau de l'ETF Spot? Je ne pense pas personnellement. Voilà, à chaque fois qu'il y a eu un lancement d'un différent ETF ou d'un fonds structurel au niveau de Bitcoin, au niveau du marché asiatique, ça a fait un flop en termes de volume. Alors oui, il y a un intérêt, oui, il y a un petit peu de volume, mais pas suffisamment pour driver le marché à la hausse, alors que les ETF spot Bitcoin sur BlackRock, il y a eu un avant et un après, et on voit bien que c'est quelque chose qui continue à augmenter. Et ce qui est intéressant de voir justement, c'est qu'on a le CEO Grayscale qui espère arriver à l'équilibrium. Donc sous-entendu, au moment où, ça y est, Grayscale arrête d'avoir un outflow, arrête d'avoir des liquidités qui sortent de son ETF, et il nous dit que hier, donc en l'occurrence, c'était 17 millions de dollars qui sont sortis. C'est sûr, c'est beaucoup beaucoup plus bas que ce que l'on a pu connaître. Ce qu'on a pu connaître, c'est plutôt en moyenne 150 millions, donc 10 fois plus de sorties. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est les frais. On rappelle que le Grayscale Capital, c'est 1,2 ou 1,5% de frais, si je dis pas de bêtises, ce qui est énorme par rapport à ses concurrents, c'est quasiment 6 fois plus que ses concurrents, mais surtout, on avait beaucoup de personnes qui étaient bloquées dans le Grayscale Capital, et donc qui sortent petit à petit, d'où les flux en fait monétaires que l'on voit sortir au niveau de Grayscale Capital. C'est les personnes qui sortent petit à petit, qui se désexposent tout simplement au GBTC, dans lequel ils ont peut-être été bloqués 2 ans, ou tout simplement ils ont fait faillite entre-temps, petit clin d'œil à Genesis, et qui souhaitent tout simplement récupérer de la liquidité pour pouvoir repayer leurs créditeurs, ce qui est plutôt logique. La grosse nouvelle du jour, c'est forcément les taux de la Fed. On en parle beaucoup, beaucoup, parce que nous avons eu les chiffres de l'inflation qui ne sont pas bons. On va revenir dessus dans quelques instants. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un repricing au niveau du marché. C'est-à-dire que le marché n'espère plus, maintenant que la baisse des taux va avoir lieu en mai, plusieurs raisons. C'est que, la semaine dernière, on a eu quoi? Le taux de chômage qui est plus bas que prévu, 3,8, ce qui est plutôt positif.
Et à côté, on a l'inflation qui monte, qui est plutôt négative. Ça veut dire que l'économie se porte plutôt bien, l'inflation continue à monter. Bon, il n'y a aucun signe disant à la Fed, je peux baisser mes taux. Ça veut dire que je peux continuer à maintenir mes taux hauts parce que le taux de chômage et l'économie américaine arrivent à maintenir. Et ça, je vous en parlais depuis le début de la semaine en vous disant que le marché était trop optimiste pour mai. Et ça y est, on a un rééquilibrage qui est en train de se faire, mais on voit bien qu'on va rester dans les taux à 94%. 81% en juin, en juillet 54%, ok. Bon, moi je pense vraiment qu'on va être dans les alentours de septembre, c'est septembre dans lequel on aura une évolution avec une baisse des taux, et une baisse des taux qui sera peut-être plus lente que prévu. Après, il y a une autre école, on va en discuter dans quelques instants, qui est que les taux pourraient réaugmenter d'un petit peu plus, on va regarder ça un petit peu après. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a une inflation à 3,5 versus 3,4. L'inflation lui-même, en fait, on est à peu près équivalent à février, on a assez peu bougé. Somme toute, on a, oui, peut-être un petit peu d'énergie qui augmente par rapport à ce qu'on a pu connaître l'année dernière. On va regarder un peu ensemble dans quelques instants pourquoi, mais on a quelque chose qui est relativement stable, mais des éléments où on devrait avoir une respiration à la baisse, on ne maintient pas à la baisse, et on maintient en fait un niveau qui est plutôt agressif. Donc ça veut dire qu'on a bien une inflation qui est ce qu'on appelle sticky, donc qui reste bien présente. Nous avons cette courbe bleue qui représente l'inflation. On voit bien que depuis qu'on a fait de la chute en juin 2023, on voit qu'on stabilise au-dessus des 3%. On a ici la moyenne mobile exponentielle qui va être en 200, la moyenne mobile qui va être en 100, et la moyenne qui est en 50. On voit qu'on oscille entre la 200 et la 100, donc on a bien en fait une tendance de fond qui n'arrive pas à casser à la baisse, et peut-être maintenir les 3%, ça va être la grande question à se poser, et peut-être un changement directif de la Fed, je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos de samedi, mais on reviendra certainement dessus dans l'hebdomadaire. Le niveau de la Fed, je pense qu'il va rester flat, donc, mais pour le prix qui avait été pricé historiquement, je pense plus septembre, et à côté on a quand même des réactions qui sont assez fortes, hein. Le marché reprice, SP500, mouvement très baissier, mais on a clôturé beaucoup plus haut que prévu, et on voit qu'on recommence plus bas, donc là on a un gros gap qui s'est formé. Ce qui va être intéressant de voir, ça va être la tête de la bougie. Il faut surtout pas casser ici les 5150, là on aura un niveau, un signal de retracement qui va être plus agressif, dans lequel on pourrait aller chercher justement un retest des 5000, pareil sur le Nasdaq, un Nasdaq qui tient un petit peu plus les niveaux des 18 000, très important à maintenir, 17 700 pour les clôtures de bougies, pour ne pas casser justement cette semaine. Là on aura un signal de retest beaucoup plus bas sur les 17 000 si jamais on clôture en dessous. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une très belle réaction du dollar avec une accélération haussière. Pourquoi? Parce que justement, on est en train de se positionner sur le fait que les taux vont rester hauts, donc il faut du dollar pour acheter de la dette américaine qui reste encore intéressante, dans lequel on n'a pas de repricing à la baisse, et même on a JP Morgan, son patron, encore une fois, on fait attention aux manipulations, on connaît la bête maintenant, qui nous explique que l'inflation pourrait rester, et justement pourrait même entraîner, pourquoi pas, une augmentation des taux d'un niveau, voire même maintenir les taux tout le long de l'année, avant d'entraîner une baisse. L'important pour moi serait d'avoir une baisse des taux qui va être progressive, lente, de façon à ce que justement le marché se réhabitue et qu'on a bien une inflation qui reste sous contrôle, mais ça on en discute samedi. On a le pétrole qui a quand même bien augmenté, on voit 12% depuis mars, donc forcément on a un impact au niveau de l'inflation, et plus on aura une prise énergétique qui va être importante, plus ça risque d'être compliqué pour maîtriser l'inflation. Et on n'oublie pas qu'on a une transformation géopolitique qui est en cours, où forcément on a un impact long terme, et peut-être revaloriser, redéterminer des nouvelles normes. Ces 2%, est-ce que c'est vraiment le niveau à maintenir? Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur le BTC? Et avant de parler de Bitcoin, je vous rappelle que dimanche 14 avril à 18 h, je fais une masterclass dans laquelle je reviens sur le cycle crypto, dans lequel je vous explique pourquoi c'est intéressant maintenant, comment structurer vos achats, comment structurer vos ventes, vos stratégies de sortie, plusieurs moyens de le faire, comment structurer votre portefeuille intelligemment. On va aller aussi sur la présentation de certains nombres de cryptos qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore éclaté, pourquoi elles peuvent être intéressantes, comment se structurer autour de ça, et il y aura une surprise pour tous ceux qui sont dans cette masterclass. C'est simple, pour s'inscrire, c'est en commentaire et en description, et vous allez recevoir les liens, normalement d'ici quelques jours, de façon à ce que vous puissiez être prêt pour cette masterclass, qui va durer quand même assez longtemps, à peu près 1 heure, 1 heure et demie, je pense, de présentation, donc beaucoup de valeur. C'est en commentaire en description, et c'est gratuit, bien évidemment, et on se retrouvera dimanche pour ceux qui peuvent être là. Alors, au niveau de Bitcoin, juste je vous remets, on est encore à la TH, hein, donc
on prend du recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Oui, on a eu l'habitude d'avoir une explosion à la hausse. Oui, on est dans une phase de léthargie. Je vous avais prévenu sur cette phase de léthargie que ça arrivait souvent et que c'est tout à fait normal que ce soit en rupture de l'ATH et qui plus est avec tout simplement la période du halving et une période dans laquelle on a moins de liquidité sur le marché. Quand on regarde le CME, Chicago Mercantile Exchange, en 4 heures, très important, futur, on a comblé le gap, ça y est, hein, je vous avais alerté hier en disant que bon, on allait certainement combler le gap et après soit aller chercher un peu de liquidité, soit structurer à la hausse structurer une forme de redistribution et de redescendre, parce qu'on a un autre gap qui est présent, 64 900, 64 200, on le garde en tête celui-là qui est très très important. Pour moi, pareil, j'ai tendance à vous dire qu'on va devoir le fermer, on va devoir le clôturer pour pouvoir repartir correctement, et un petit peu le signe de faiblesse que l'on voit ici, où on voit quand même qu'on a un cours BTC qui est pas super fort, hein. On voit qu'on a un petit peu de mal, là ici on voit bien la baisse avec notamment les chiffres des USA, ça maintient, c'est plutôt positif, hein, je m'attends à ce que quand même on est un peu plus mal au niveau de Bitcoin, mais on arrive à maintenir très fortement. Je pense que c'est parce qu'on a eu un outflow de GBTC qui a été relativement faible sur la journée d'hier. Si on avait eu classiquement, je pense qu'on aurait cassé ce lot-là. Voilà, je pense qu'on aurait cassé ce lot-là. Là, pour moi, on reste toujours dans cette forme de ranging. Si on prend un petit peu de recul justement par rapport à ce qui est en train de se positionner, on voit que on a bien cette borne haute, cette borne basse, on reste dans cette dynamique-là. Oui, on a fait un plus haut ici, donc ce que l'on attend pour valider en fait ici cette structure-là, hein, on rappelle que nous avons ici une structure qui est plutôt haussière, serait soit de garder ce plus bas là et donc aller chercher cette liquidité-là, là ce serait cohérent, soit on fait hop une chasse basse dans laquelle on va clôturer le CME qui se trouve ici, pour ensuite repartir à la hausse, et donc on aurait un nouveau lot qui s'exprimerait ici. L'autre schéma qui serait beaucoup moins bullish, hein, bien évidemment, serait d'avoir une rupture baissière, et donc la rupture baissière, c'est simple, hein, c'est ce niveau-là, tant qu'on tient ce niveau, ça veut dire que on n'est pas dans une tendance baissière. Parce qu'on pourrait très bien avoir une dynamique dans laquelle ici on a un retest baissier, on reprend la liquidité dans cette zone-là, on a pris la liquidité ici, hop, on fait un retest ici avant de faire une cassure baissière qui se valide avec la rupture de ce lot-là, pour après potentiellement faire un retest et ensuite faire une chute baissière et aller chercher quoi? Le niveau de liquidité 59 000. Encore une fois, on a le temps, on est plus dans une phase de léthargie qu'autre chose, donc on prend son temps. Au niveau de l'order flow, on voit aussi qu'on prend le temps, le funding rate est relativement bas, peu de mouvement, donc ça veut dire encore une fois, certainement trending, un range, on est plutôt classique. On voit qu'on a un niveau qui est appelé au niveau du cours avec beaucoup d'ordres, hein, 67 000 qui est un niveau qu'on a évoqué tout à l'heure, dans lequel on a certainement un cours qui va aller file une partie de ses ordres, et si on file une partie de ses ordres, ça veut dire qu'on aura peut-être un rebond dans cette zone-là. Ce sera intéressant de voir la réaction du cours dans cette partie-là. Au niveau des liquidations, pas grand-chose, hein, on voit toujours qu'on a renforcé les liquidités d'ailleurs au-dessus du top, donc beaucoup de shorters, beaucoup d'éléments. Je pense que si on a suffisamment de momentum à un moment donné, on pourra aller chercher ces shorts, et surtout ce sera des shorts dans lesquels on va faire un short squeeze, et donc un mouvement aussi qui sera très fort, mais pour ça il faut de l'impulsion, il faut du momentum, et je pense que ce sera du momentum qui arrivera par les ETF, avec quelque chose qui sera plutôt haussier. En tout cas, on va avoir une phase de respiration au niveau de la macroéconomie, on va voir comment on va le caractériser principalement sur Bitcoin. Sur les différents altcoins, ce qui va être intéressant de voir, c'est que Ethereum maintient quand même une bonne position avec ce qui est en train de se passer. Ethereum sur BTC, on voit qu'on arrive encore à être positif cette semaine. C'est beaucoup moins bullish, mais ça n'empêche qu'on maintient toujours ce support et on a une réaction sur support. Est-ce qu'on va aller chercher ici les 0,06 ? Je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il faut que la validation des ETF spot Ethereum se fasse pour qu'on puisse avoir un chiffre de ce côté-là. On a Sol versus BTC, on voit une sous-performance de Solana, je vous l'avais dit, sur la prise de liquidité, que là on allait avoir une forme de retracement. Ici pour moi on va aller chercher le niveau de 0,022 avant de pouvoir repartir, on va combler une grosse partie d'imbalance qui serait plutôt cohérent pour la suite. Et quand on regarde l'ensemble des altcoins, on voit qu'on a un ruban plutôt structurel avec quand même une sous-performance d'un certain nombre d'alts dans lequel on a peut-être des opportunités, surtout si on voit que le fondamental n'a pas été touché et qu'on a une sous-performance maintenant et qu'on rentre dans un narratif intéressant. C'est là où on peut se positionner, c'est là où il y a peut-être des opportunités à jouer dans cette typologie de marché dans lequel on est dans une phase de léthargie, de latéralisation, et c'est là où on peut trouver des belles pépites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple.
likez, partagez, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la masterclass, c'est 100% gratuit. C'est un live d'1h30 de pure valeur, c'est en commentaire en description. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.